Bienvenue sur la chaîne Le Plaisir de Penser les Choses, je vous remercie pour votre visite. Dans cette vidéo, je vous propose de partager une élaboration faite à propos, d'une part, de la souffrance au travail chez les professionnels dans les institutions de soins. Voici quelques exemples. D'autre part, sur le management, dont les théories et les pratiques sont à l'origine de tout ou partie de cette souffrance infligée à ces professionnels. Dans le fil directeur de cette élaboration, il y a un paradoxe, qui est le suivant. Cette souffrance est incontestablement reconnue comme étant au quotidien de plus en plus fréquente dans les organisations de travail où le management, comme on dit, fait la loi. Elle engendre un coût socio-économique, arrêt de travail, invalidité, suicide, maladie, etc. Elle s'exprime tout autant au plan psychique, anxiété, idées noires, perte d'estime de soi, etc., que physique, insomnie, fatigue, douleur, etc. Toutefois, elle est muette. Cette souffrance n'est pas exprimée, tout au moins elle n'est pas élaborée. Pourquoi ? Tout simplement parce que les protagonistes du management disposent d'un outil dont l'efficacité est redoutable pour faire barrage à cette expression. Cet outil, c'est la peur. Il ne s'agit pas de la peur traditionnelle dans le monde du travail, comme la peur d'arriver en retard, la peur de faire une erreur. C'est une peur sans objet, c'est une peur anticipatoire qui est engrammée par les professionnels quotidiennement, de manière latente. On peut l'appeler la peur d'avoir peur. Et c'est un des outils les plus efficaces dans les organisations totalitaires pour obtenir d'une population l'obéissance, la soumission, le consensus, etc. Donc ces professionnels souffrent en silence. Que cette souffrance, elle est muette. Elle est illustrée par exemple par le fait que, de manière cyclique, dans des médias officiels, on fait des reportages à propos de défaillances dans les systèmes sanitaires. On choisit le plus souvent un service des urgences, parce que c'est suffisamment spectaculaire, donc on peut répondre à la question du comment. Et quand on donne la parole à ces professionnels, on observe qu'ils évoquent plusieurs origines à ces dysfonctionnements. Le manque de personnel, les salaires, les agendas, la direction, le gouvernement, la restriction des budgets, l'austérité, etc. Personne n'évoque le mot management. Alors comme disait le général de Gaulle, quand on fait la guerre, il faut non seulement désigner l'ennemi, mais il faut aussi le nommer. Quand on prononce le mot management, ça n'engendre rien de particulier chez quiconque. Ça n'est pas inquiétant. Ça paraît technique, ça a à voir avec la conduite des affaires, la gestion, l'entrepreneuriat. Et c'est le talent des acteurs du management d'arriver à obtenir qu'ils puissent avancer masqués. J'avais publié une vidéo qui reprend le compte-rendu fait par un Américain il y a plus de 20 ans sur le management sous la forme d'une fable dont le héros est une fourmi. Chaque matin, une fourmi arrive de bonne heure et se met au travail. Elle est contente et produit beaucoup. Son chef, le lion, est surpris de la voir travailler sans supervision. Le lion engage successivement des bureaux technocrates. La fourmi finit par détester son travail. Avec tous ses rapports à rédiger et ses réunions de travail qui n'en finissent plus. Après quelques mois, le chef constate, d'après les bilans comptables, que la productivité du département où travaille la fourmi a chuté. Le chef recrute un hibou, expert réputé international d'un cabinet conseil. La conclusion de ce rapport est qu'il y a trop d'employés. Le premier employé licencié par le chef est la fourmi. Un employé pas suffisamment motivé et qui n'a pas l'esprit d'équipe. Alors la morale de cette fable pourrait être que la fourmi, si petite soit-elle, contribue elle seule à l'enrichissement de cette entreprise. Et malgré ça, elle est la première à être exclue. Donc ce concept n'a rien d'inquiétant. Et comme le dit ce personnage public, il ne faut pas avoir peur. Dans ce film culte Marathon Man, le héros du film est chahuté par un personnage qui est un ex-dentiste et qui illustre le fait que c'est sans danger. C'est à moi que vous parlez? C'est sans danger. Qu'est-ce qui est sans danger? C'est sans danger. Je ne comprends pas. Je ne peux pas dire si quelque chose est sans danger ou non, si je ne sais pas à quoi vous vous référez exactement. Dites-moi d'abord ce que le sujet représente. C'est sans danger. C'est sans danger, oui. C'est tellement sans danger que c'est à peine croyable. C'est sans danger
Je vous dis que je ne sais. Dans l'argot nord-américain, il y a des dizaines d'expressions qui évoquent le management ou un manager. Il faut, dans une langue étrangère, être à l'écoute de l'argot parlé dans cette langue, parce qu'il exprime souvent les représentations sociales à propos d'un mot, le bon sens populaire. Alors le manager, lui, il est décrit comme un personnage qui est payé mieux que ses collègues et qui passe son temps à distribuer des politiques, des directives, des procédures. Qu'il est incapable lui-même d'appliquer et qui surtout ont un effet de contrarier la créativité de ses collègues. Ou bien c'est un personnage qui a toutes les connaissances sur des tâches qu'il faut accomplir mais qui est incapable de les accomplir lui-même. On parle par exemple du mushroom management, qui consiste, pour motiver une équipe, à maintenir ses membres dans l'ombre et à leur faire bouffer, comme on dit vulgairement, de la merde. Ce que l'on fait lorsque l'on cultive des champignons. Dorénavant, je nommerai les professionnels du soin, médicaux, paramédicaux, du point de vue des acteurs du management. Ce sont des cibles. Je vous rappelle que le mot travail a une étymologie latine, le mot trabalis, qui signifie la poutre. Et vous savez comme moi que dans le langage architectural, la poutre connote des idées de force, de résistance et de contrainte. Le management est un champ du savoir, une discipline, qui s'est développée à partir de la fin du 19e siècle, au moment de ce qu'on appelait la seconde révolution industrielle, en particulier avec l'essor de l'industrie automobile, dont Ford a été un des capitaines. Donc des professionnels se sont rendus dans des ateliers, ont évalué les ouvriers pour essayer de comprendre comment améliorer les cadences, améliorer la productivité, baisser les coûts de production, etc. Les acteurs du management sont allés chercher dans différents champs du savoir au niveau des sciences humaines des données qui leur permettent de mieux comprendre comment fonctionne d'une part celui qui fournit un service, que ce soit un service bancaire, financier, industriel, du soin, et comment fonctionne l'individu qui lui reçoit le service, et qui peut être un client, un bénéficiaire, un usager, un consommateur, etc. Donc pour être au plus près des choses et pouvoir exercer un contrôle. Dans le domaine des sciences humaines, comme par exemple la philosophie, le libéralisme, l'utilitarisme et surtout le pragmatisme, qui est un mouvement philosophique qui privilégie l'expérience et qui exclut toute subjectivité. Donc on fait une expérience sur laquelle on va revenir. La psychologie, la sociologie, les sciences du comportement, etc. Et ce jusqu'à nos jours. Les usines Ford, qui fabriquaient à l'époque les fameuses Ford T, constituent un modèle dans le domaine du management à l'époque. Le chef d'entreprise Ford s'est particulièrement inspiré d'un des penseurs du management, Taylor, qui a donné son nom à ce qu'on appelle le Taylorisme, qui est particulièrement centré sur les cadences, la rentabilité. Vous savez que la chaîne fait souvent référence à Hollywood. Voici un extrait du film légendaire de Charlie Chaplin. Où l'on peut observer comment un ouvrier à l'époque devient lui-même un outil, une pièce dans la mécanique de la production. L'homme n'est plus au centre du système, mais c'est le système qui est au centre. Il devient lui-même une pièce inscrite dans cette mécanique. Voici un extrait du roman de Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, publié en 1936. Les choses se situent dans les années 20 aux États-Unis, à Detroit, dans le Michigan, là où sont installées les usines Ford. Et le personnage principal du roman, Ferdinand Bardamu, a le projet de se faire embaucher dans un atelier. Ce qu'il trouvait de bien chez Ford, comme a expliqué le vieux russe aux confidences, c'est qu'on y a embauché n'importe qui et n'importe quoi. Faut pas crâner chez lui, parce que si tu crânes, on te foutra à la porte en moins de 2. C'était vrai, ce qu'il m'expliquait qu'on prenait n'importe qui chez Ford. Il avait pas menti. Vous êtes bien mal foutu, qu'a constaté l'infirmier, en me regardant d'abord. Mais ça fait rien. Pour ce que vous ferez ici, ça n'a pas d'importance comment vous êtes foutu, m'a rassuré le médecin examinateur tout de suite. Ça ne vous servira à rien ici, vos études, mon garçon. Vous n'êtes pas venu ici pour penser, mais pour faire les gestes qu'on vous commandera d'exécuter. Un conseil encore.
Ne nous parlez plus jamais de votre intelligence. On pensera pour vous, mon ami. Tenez-vous-le pour dit. Un siècle plus tard, simples phrases sont complètement prophétiques. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent tout d'abord que le futur employé est interchangeable, il est à usage unique. Il y a une injonction qui lui est faite de ne pas penser les choses au travail et penser ailleurs. Et aussi, une injonction lui est faite de s'oublier dans le travail, de perdre toute identité. Les acteurs du management privilégient la langue de bois pour communiquer. J'ai eu l'occasion dans des vidéos précédentes de développer ce concept et de vous montrer la face cachée des choses, en particulier tous les effets que cela peut avoir sur les individus dans le domaine de l'attaque de la pensée humaine. C'est un procédé de communication qui est en fait destiné à obtenir une emprise sur la cible, un contrôle. Et en même temps, faire passer un certain nombre d'intentions à l'insu de la personne, de manière furtive, quotidienne, répétitive. Que la langue de bois porte un discours sur une réalité qui n'est pas la réalité. Un discours donc qui s'inspire d'un narratif et qui sont disjoints. Ce qui fait que le récepteur ou la cible, comme on dit, fait le grand écart entre ces deux réalités. Et c'est destiné à engendrer chez les individus quotidiennement et sur le long terme une inintelligibilité, une perplexité et progressivement un ennui, une démobilisation, un désinvestissement, voire une léthargie. Les acteurs du management utilisent quasiment toutes les figures de la langue de bois, en particulier les anglicismes, les mots techniques, etc. Et par exemple, techniciser un métier. En fait, c'est très simple, ça consiste à changer, comme on dit, l'étiquette d'un bocal sans en changer le contenu. On change une réalité. Donc un métier traditionnel, comme par exemple cantonnier, devient opérateur forestier des services municipaux, par exemple. Récemment, je téléphone à un cabinet de médecins spécialistes. Une jeune femme qui se présente comme assistante me donne un rendez-vous. En fait, elles sont 2 assistantes sur place. Si ce médecin a 2 assistantes à son service. Et je me dis, si dans la soirée, elle se retrouve, comme on dit, entre copines, pour prendre un verre, peut-être qu'il y en aura une autre qui viendra pour leur dire « Moi, je suis assistante juridique dans un cabinet d'avocats. » Alors, cet exemple, pour vous montrer qu'on est dans le registre de l'imposture, puisqu'on change l'étiquette pour lui donner, comme on dit, un look plus moderne, plus dynamique. Et comme on dit aux États-Unis, en fait, ces jeunes femmes sont des secrétaires. Elles font un job de secrétaire. Elles ont un agenda de secrétaire, un payroll de secrétaire. Et de surcroît, le matin, quand elles arrivent, vous pouvez leur dire « Aujourd'hui, il faudra se montrer plus aimable avec la clientèle. Va me préparer un café. » Toutes assistantes qu'elles sont. La figure de style privilégiée, et qui est une des plus efficaces utilisées dans le domaine du management, c'est le concept opérationnel. Là aussi, ça peut paraître technique, mais en fait, c'est assez simple. C'est un slogan constitué de 2 ou 3 mots. Un slogan d'entreprise, même si c'est une institution de soins. Assez souvent, ça coïncide avec l'appellation faite dans le marketing, un slogan publicitaire. En apparence, ce slogan serait destiné à la clientèle. En fait, il s'adresse de manière implicite aux cibles. Quel est le message? Le message explicite, c'est que les cibles doivent collaborer, participer, s'investir dans ce slogan, qui peut être un projet. Vous savez que le mot projet, dans la quincaillerie conceptuelle du management, c'est un mot très important, un mot valise où on peut mettre ce qu'on a envie d'y mettre, entendre ce qu'on a envie d'entendre. Donc, il s'agit de s'investir là-dedans, de manière explicite, de faire preuve de soumission, d'autocensure. Pourquoi? Parce que ce concept opérationnel, il n'est pas contestable, il n'est pas opposable. Tout simplement, dans le narratif institutionnel, il aurait pour origine un consensus. Le plus souvent, il est pensé ailleurs, en fait. Et ce consensus, si on est dans le cadre d'une institution de soins, il est scientifique. Donc on peut utiliser des arguments d'autorité, comme on dit, pour faire barrage à tout débat contradictoire. D'autre part, ce slogan est un excellent outil pour masquer des choses. Tout d'abord, le pouvoir. Vous savez comme moi que dans le domaine du management, le pouvoir est crucial. On peut ainsi masquer des enjeux de pouvoir, des conflits de pouvoir. Aujourd'hui, on parle de conflits d'intérêts, des abus de pouvoir. On peut prendre la cible en otage avec comme alibi le client pour martyriser cet otage. Parce que l'obéissance, c'est une décharge de responsabilité. On peut masquer aussi l'idéologie d'arrière-plan. La direction peut elle aussi masquer l'incompétence. Alors, ça ne signifie pas que le directeur d'une institution de soins est incompétent, mais ça peut signifier qu'il n'a pas envie qu'il y ait un débat contradictoire dans un domaine où il n'est pas en position confortable. Donc en résumé, ce slogan est une injonction faite aux cibles d'agir. Il ne faut pas penser, il faut agir. Vous n'êtes pas venu ici pour penser, mais pour faire les gestes qu'on vous commandera d'exécuter. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, ce concept opérationnel, il va se déployer sur l'axe du temps. Et comme on le fait dans la philosophie du pragmatisme, on va
Ainsi, faire une expérience. Et puis, de manière cyclique, on va revenir sur l'expérience. On va se réunir, on va faire des comptes rendus, des ajustements, des corrections, etc. Et ce, de manière indéfinie sur cet axe. C'est très important. Je répète, indéfinie. Il n'y a pas de limite. Le pouvoir de créer la discontinuité dans le travail et la peur. Il y a des professionnels qui regardent cette vidéo. S'ils ont commencé à travailler dans une institution il y a, mettons, 20 ans, et qu'à ce moment-là, un concept opérationnel a été mis en place, eh bien, je suis certain que de nos jours, il est toujours d'actualité et qu'il le sera encore dans 20 ans. Le concept opérationnel se déploie aussi dans l'espace pour prendre le pouvoir dans des champs du savoir qui sont voisins, comme par exemple celui de la médecine. Alors, c'est quoi les slogans? Tout le monde les connaît. Meilleure pratique, sécurité des patients, qualité des soins, qui sont des slogans pleins de bonnes intentions, comme ce slogan bancaire qui vous disait « Je veux votre bien ». Et dans le domaine des institutions de soins, c'est tout à fait spectaculaire, c'est que la langue de bois est plus souvent écrite que parlée. Il y a des directives, des politiques, etc. Il n'y a pas de manuel d'autodéfense vis-à-vis de la langue de bois, que la langue de bois n'est qu'un véhicule qui contient des intentions, des projets, etc. Une espèce de coquille. Je vous rappelle aussi que parmi les objectifs du management, il y a la destruction de mots comme le travail, le métier, l'expérience, la subjectivité. Si vous consommez un service public, vous êtes un usager. Vous avez de l'argent dans votre poche, vous rentrez dans un bureau de poste, vous achetez un timbre, vous avez ce qu'il faut pour acheter le timbre. Personne ne peut vous refuser la vente de ce timbre, dont le prix est le même sur tout le territoire. La seule chose que vous pouvez exiger, c'est d'être traité de manière égale, comme quiconque ferait la même démarche. Mais vous ne pouvez pas exiger la qualité, même si ces temps-ci, dans certaines administrations, on crée une confusion entre client et usager. Par contre, si vous êtes un client, au-delà du service qui vous est rendu, vous pouvez exiger la qualité. Alors cette qualité, elle est en général dans un domaine qui est relationnel, le plus souvent, et qui est donc dans la plus grande subjectivité. Dans cette rencontre qui est le lieu de tous les possibles, la frustration, l'incompréhension, les malentendus, la haine, l'amour, etc. Le client, il est quelque part aussi maintenu dans une position infantile. Pourquoi? Parce qu'il est au centre des choses. Par conséquent, il est dans cette espèce d'alternance entre la toute-puissance et l'impuissance, qui est une position infantile. Un petit garçon dans un magasin de jouets fait une scène parce que sa maman ne veut pas lui acheter une voiture. Lui-même, dans son imaginaire d'enfant, il est dans la toute-puissance. Il s'imagine qu'en faisant une scène, il va faire plier la réalité. Or, il est en fait dans une impuissance. Alors, pour illustrer ceci, voici un exemple. Vous êtes amateur de pizza, à longueur d'année, vous achetez des pizzas, et puis vous êtes le client d'une marque. Vous regardez la recette, il y a tous les ingrédients. Probablement, il n'y a pas d'olive parce que la sécurité du consommateur, alors que vous-même, vous adorez mâchonner des olives. Donc, il n'y a pas d'olive. Mais il y a du fromage. Alors, en faisant des recherches, vous comprenez que le fromage, c'est pas du fromage. Ça ne contient aucune protéine lactée. C'est une substance chimique qui, transformée en pâte, travaillée, cuite, aromatisée, ça devient du fromage. Donc, vous vous sentez frustré. Vous prenez contact avec le patron qui vous dit qu'il ne peut rien faire parce que les machines, elles sont calibrées pour fabriquer des pizzas de cette manière. Il a une marge, etc. Bon. Et vous prenez la décision immédiate de ne plus jamais acheter cette marque. Pourquoi? Parce qu'en tant que client, vous avez toute liberté de choisir une marque. Personne ne peut vous obliger à souscrire à une marque, mais personne ne peut vous empêcher de changer de marque. Et si, sur toute la planète, au même moment, tous les clients de cette marque de pizza procèdent de même, c'est fini. Elle est là, la toute-puissance. Vous avez expérimenté un constat d'échec et d'impuissance, et puis, à un moment donné, vous vous retrouvez dans la toute-puissance. Donc, retenez l'idée que la démarche qualité a un côté infantilisant. Dans ce contexte de qualité, le professionnel devient un exécutant. Alors, la démarche qualité s'inscrit dans toute une série de contrôles administratifs. Je ne rentrerai pas dans les détails. Prenons un exemple de concept opérationnel comme la qualité des soins, appelé dans le jargon administratif la démarche qualité, qui consiste à évaluer la qualité d'un service rendu par un professionnel du soin. Cette évaluation, elle va se faire selon un protocole sur ce qu'on appelle le travail prescrit. Alors, ce travail prescrit, c'est tout simplement un acte médical ou paramédical, où il y a des obligations, il y a des références, il y a un protocole, etc. Bon, ce pourquoi les gens sont formés. Et c'est une évaluation qui se veut aussi objective que possible. Elle est quantitative. Le problème est le suivant, c'est que ce travail prescrit ne peut pas être réalisé sans faire appel à ce qu'on appelle le travail réel,
Et ce travail réel est très important. Il est en tension avec le travail prescrit. Il est indissociable. De quoi s'agit-il? C'est tout simplement tout ce qui, dans la réalité, va permettre aux professionnels de faire en sorte que le travail se fasse et qui fait appel à son métier, son expérience, son intelligence, ses valeurs, et qui est en grande partie dans le domaine de la subjectivité, dans le domaine relationnel, par exemple. Le soin est un concept qui a de fortes connotations maternelles. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes tous des survivants, et sans exception. Après la naissance, nous avons vécu quelques mois où nous étions des nourrissons, et il y a à ce moment-là une figure maternelle qui nous protège, qui nous apporte l'alimentation, l'hygiène, le confort, la chaleur, la sécurité, le bien-être, les caresses, les échanges verbaux, non verbaux. Tout ce qui fait qu'il va nous permettre de nous développer aussi harmonieusement que possible. En l'absence de cette figure maternelle, nous mourrons. Voici une illustration avec un puma d'Amérique du Nord devenu domestique. Adopté par un couple de connaissances. À l'état de nourrisson, dans la neige en plein hiver, dans une forêt, il est à l'agonie. Et il va faire sa vie de puma, mais une vie de puma domestique. Les choses se passent bien, il a sa routine. Alors vu de l'extérieur, quiconque est à proximité se dit, mais au fond, il faudrait relâcher cet animal sauvage dans la forêt, qui le condamnerait à mourir. Parce que cet animal, tout puma qu'il est, il ignore complètement comment s'alimenter en chassant, par exemple, même s'il a encore peut-être un instinct. Il ne connaît pas les codes de la nature sauvage. Et d'autre part, il deviendrait très rapidement la cible, la proie de prédateurs, un ours, une petite meute de coyotes ou de loups. Donc il serait condamné à mourir au bout de quelques jours. Donc je vous rappelle qu'il y a dans cette notion de soin des connotations d'enveloppe, de protection. Alors pour illustrer travail réel, travail prescrit, imaginons la prescription qui serait pour un ou une infirmière de poser un cathéter avec une perfusion et des produits chez un patient hospitalisé. Premier exemple, la patiente a la cinquantaine et elle a un cancer généralisé. L'infirmière regarde les choses de près et constate que le réseau, comme on dit, veineux est très abîmé. Mais elle a de l'expérience, elle est patiente, elle a de l'intuition, elle finit par trouver une veine. Elle pose le cathéter, elle installe la perfusion et ça fonctionne. La patiente qui, au stade de l'année, n'a qu'une seule demande, c'est de ne pas souffrir, est satisfaite. Deuxième exemple. Le patient est un monsieur âgé, avec une histoire démentielle, il est désorienté, il a peur, il est instable. Et l'infirmière remarque qu'il y a dans le couloir un parent proche. Alors elle le fait venir et lui propose de collaborer aux soins en l'aidant à pacifier ce patient, ce qui fonctionne. Elle peut donc accomplir cet acte qui est prescrit. Troisième exemple, le patient est un homme d'âge moyen, dans le privé il est addicté au sexe et prostituant. Après un premier contact avec cette infirmière, il dévoie la relation en essayant de sexualiser les choses. Et l'infirmière qui est stable se montre polie, neutre, calme, mais suffisamment solide pour recadrer les choses, de sorte que le patient est obligé, comme on dit, de passer à autre chose. Elle peut donc installer cette perfusion qui fonctionne. Donc vous avez ici 3 exemples de comment un professionnel fait appel au travail réel pour accomplir un travail prescrit. Il va le faire avec son expérience, une dose de créativité, d'improvisation, avec une prise de risque. Or tout ceci, dans le contexte de l'évaluation managériale, est complètement exclu. Ça n'est pas quantifiable. Donc qu'est-ce que ça provoque chez le professionnel? Ça finit par engendrer une perte de plaisir de travailler, une démobilisation, une attaque de l'estime de soi professionnelle, dont le prix à payer est un écrasement sous les responsabilités. Le fait qu'il faut se résigner au principe selon lequel l'obéissance est une décharge de responsabilité. Le seul message serait d'obéir. Alors, je parle de prise de risque. Prenons le 3e exemple. Imaginons que l'infirmière soit une jeune femme qui vient d'être diplômée. Elle a une personnalité avec des traits dépendants. Elle a une enfance difficile où son estime de soi n'a pas été consolidée. Cet homme, il la repère tout de suite parce qu'il a le flair du prédateur. Il s'engouffre, comme on dit, là où il y a des failles. Il avance dans ce projet de sexualiser la relation. Cette infirmière perd son sang-froid, bouscule le patient, il tombe, il se blesse. Donc vous voyez qu'il y a une prise de risque.
Dans l'idéologie d'arrière-plan de ce travail prescrit, il y a le contrôle, le pragmatisme, une efficacité, la codification, la délégation du travail d'équipe au profit d'une hyper-individualisation professionnelle. Tout ceci s'inscrivant dans des séquences qui sont, comme on dit, nomenclaturées, dans des procédures, dans des politiques, etc. Destinées, je le répète, à fragmenter le travail, de sorte que celui qui fait le travail prescrit devient quasiment interchangeable. Et d'autre part, le travail est pensé ailleurs. Vous n'êtes pas propriétaire de votre travail. Y a-t-il une conclusion à cette élaboration ? Elle ne pourrait être bien entendu que provisoire. Il n'y a pas de manuel d'autodéfense vis-à-vis du management. En toute modestie, mon intention est de partager avec vous de quoi faire un diagnostic dans ce domaine, puisque je vous rappelle que le paradoxe le plus spectaculaire est le fait que cette souffrance, elle est tue. Dans ce film, l'on pourrait Reprendre le personnage de Mrs. Ratched, cette infirmière, chef ou surveillante, qui, si on l'observe bien, et je dirais sans penser avec les tripes, est malgré tout une excellente professionnelle, et qui pourrait peut-être tout à fait s'inscrire dans le management médical contemporain.